Madame Marie-Madeleine, Messieurs les membres du Conseil politique de l'UFDG, Messieurs les membres du bureau exécutif, Madame la secrétaire fédérale de l'UFDG France, Mesdames et Messieurs les responsables du parti en Europe et en France, je voudrais commencer par exprimer ma gratitude à Marie-Madeleine pour avoir fait l'honneur à l'UFDG de venir prendre part à ce meeting, à cette rencontre. Elle a eu l'opportunité de s'adresser aux militants et sympathisants du parti et sans doute à d'autres compatriotes qui ne sont pas du parti mais qui ont aussi répondu à l'invitation qui leur a été adressée par la Fédération FDG de France. Je pense que c'est important qu'au-delà des clivages politiques, ou ethniques, que les Guinéens se retrouvent pour échanger. Je pense que c'est important et donc je voudrais féliciter tous les compatriotes qui ne sont pas de l'UFDG et qui ont fait l'honneur à l'UFDG d'être là aujourd'hui. Je félicite la Fédération UFDG d'avoir réussi une grandiose mobilisation comme celle que nous avons ici. Et je remercie les militants et sympathisants de l'UFDG, les compatriotes guinéens qui ont accepté de faire le déplacement pour venir prendre part à ce meeting. Alors je souhaite vivement que cette rencontre soit une rencontre d'échange. Je ne vais pas vous livrer un long discours. Je souhaite plutôt répondre à vos interrogations et à vos questions. Il est vrai que l'actualité est très chargée dans notre pays. Il y a les élections locales qui sont encore loin d'être achevées parce qu'on n'a pas fini de mettre en place les conseils communaux, on n'a pas installé les quartiers, on n'a pas installé les conseils régionaux et c'est cet ensemble qui constitue les élections locales. Je vais en parler très brièvement. Il y a bien sûr la menace du troisième mandat. C'est un secret de polichinelle que M. Alpha Condé aujourd'hui veut s'octroyer une présidence à vie et Mme Marie-Madeleine en a parlé. Certainement qu'on veut savoir quelle est la position de l'UFDG et quelle est sa stratégie pour y faire face. Nous avons le mandat de député qui vient de finir. Les positions sont exprimées. Mme Madeleine vient d'exprimer avec beaucoup d'éloquence la position qui est la sienne. Qu'est-ce que l'UFDG va faire? Je sais que là aussi, il y a beaucoup d'interrogations. Donc, je vais très rapidement faire le point sur les élections locales. Parler ensuite brièvement de la fin du mandat des députés et puis le risque du troisième mandat et qu'est-ce qu'on fait? Et peut-être de la crise socio-économique, parce qu'il y en a une. Il y a une crise socio-économique sévère dans notre pays, il faut en parler. Et ensuite, je vais vous dire qu'est-ce que l'UFDG envisage par rapport à tous ces fléaux que nous n'allons pas manquer de dénoncer tout à l'heure en parlant des points que je viens de citer. Je ne vais pas être loin, je vais vous rassurer, j'attendrai vos questions. Par rapport aux élections locales, vous le savez, l'UFDG a présenté des listes dans 327 communes sur 342. 327 communes sur 342. En dehors de 10 communes rurales, l'UFDG a eu un élu sur l'ensemble des 317 communes. Il y a au moins un conseiller. Nous avons
eu des performances extraordinaires à Conakry et en Basse-Guinée. Comparativement aux autres partis, l'UFDG a été premier à Forêt-Karia, à Kindia, à Dubreka, à Manea, à Boké, à Ratoma, à Dixin, à Matoto et ex-aequo avec l'UFDG à Matam, dans les urnes. Bien sûr, lorsque M. Alpha Condé s'est rendu compte que le RPG a perdu dans les urnes, ordre a été donné aux centralisations de modifier les résultats en disant « Je ne veux pas être dépassé par l'UFDG sauf à Ratoma ». Et bien entendu, sous l'effet de la corruption et de l'intimidation, les commissions administratives de centralisation se sont mises à l'œuvre et les résultats ont été transformés. Quelques exemples. À Dixin, où on avait gagné 17 sièges sur 35, on nous a retiré 4 sièges pour donner au RPG qui n'avait eu que 10. Si bien que les résultats proclamés, c'est 13 pour l'UFDG et 14 pour RPG. Mais les résultats réels, nous avons eu 17 et l'RPG a eu 10. À Matam, les résultats qu'on a pu prouver dans les urnes, nous avions 11 sièges, le RPG 11 et l'UFR 8. À Matoto, nous avions 15 et le RPG avait 13. À Kindia, nous avions 22 sièges, le RPG 12. À Dubreka, nous avions 23 sièges dans les urnes et le RPG 12. Donc ces résultats ont été transformés et les résultats publiés n'avaient rien à voir avec les résultats issus des urnes. Nous n'avons pas pu surveiller systématiquement sur l'ensemble du territoire, mais Conakry et ses environs, grâce au travail de notre commission électorale dont le président est ici présent, Dr Dieng, nous avions les résultats de tous les bureaux de vote. Non seulement nous avions les résultats, mais nous avions également les copies des PV. Si bien qu'on avait le résultat pour l'ensemble des participants aux élections. Et lorsqu'ils ont changé de résultats, c'était très facile de prouver que les résultats ont été falsifiés au niveau de centralisation. Donc ça a été un succès important pour l'UFDG. Nous avons aussi gagné, nous étions en ballottage avec le RPG à Gekedou, nous étions en ballottage avec le RPG à Massanta, nous étions en ballottage avec le RPG à Zérékoré. Nous aurions pu l'emporter dans ces 3 communes urbaines de la forêt, n'eût été une série de fraudes, de corruption et d'intimidation qui ont naturellement entaché la mise en place des exécutifs, comme vous le savez. Si les résultats n'avaient pas été falsifiés, si la mise en place des exécutifs n'avait pas été faite de manière sélective en fonction des intérêts du parti présidentiel, l'UFDG aurait eu 20 communes urbaines sur 38, le RPG 12, l'UFR 1 et les listes indépendantes 5. Donc je voulais juste vous dire que les élections locales dans les urnes ont été vraiment une grande victoire pour notre parti parce qu'un travail sérieux avait été effectué, non seulement pour la sensibilisation des militants, mais sur la sécurisation de leur suffrage au niveau du bureau de vote. Mais nous n'avons pas pu le faire au niveau de la centralisation et pendant la mise en place des exécutifs. Vous le savez pertinemment, le RPG ne décide de mettre en place les exécutifs que lorsqu'il a retourné suffisamment de conseillers de listes indépendantes ou des partis politiques de l'opposition. Alors que la mise en place des exécutifs devrait se faire le même jour, conformément à la loi, voilà 1 an que nous n'avons pas fini de mettre en place les exécutifs. Vous savez ce qui s'est passé à Matoto, je ne reviens pas là-dessus. Il y a beaucoup, encore une vingtaine de communes dans lesquelles on n'a pas mis les exécutifs, simplement parce que le RPG veut contrôler la commune. Il n'a pas réussi à retourner par la corruption et l'intimidation des conseillers d'autres partis pour s'assurer du contrôle de la commune. À Moine-Guinée, à Ourekaba, parce que M. Bantam ne souhaite pas perdre la commune, jusqu'à présent, on n'a pas installé le maire et le vice-maire.
À Bouroual-Tapé, jusqu'à présent, on n'a pas installé le maire et le vice-maire parce que le RPG est en train d'essayer de corrompre les élus de l'UFDG, les élus de l'opposition ou de liste indépendante pour s'assurer le contrôle de ces communes. C'est du jamais vu nulle part depuis le 5 février. Nous sommes dans les élections locales jusqu'à maintenant, on n'a pas fini. On ne sait pas quand est-ce qu'on finira. Jusqu'à présent. Kamsar, Sangaredi et d'autres communes, à Kankan, on n'a pas encore installé les exécutifs simplement parce que les gens du RPG ne s'entendent pas, même là où ils sont largement majoritaires, mais par ailleurs à Kamsar ou à Sangaredi, le RPG ne veut pas perdre le contrôle de ces communes, étant donné qu'ils ont déjà perdu pratiquement le contrôle de la commune de Boké, de Garamaniaki et d'autres communes minières dans la zone. Donc voilà, en ce qui concerne les élections locales, c'est l'expression d'une mauvaise gouvernance flagrante. La loi dit que le ministre de l'administration du territoire, par un arrêté, convoque le premier conseil communal au cours duquel on installe le maire et ses adjoints sur l'ensemble du territoire. Ils ont été élus le même jour, ils devraient être installés le même jour, ils ont le même mandat. Mais lorsque le RPG s'est rendu compte qu'il allait perdre la majorité des communes de Guinée, naturellement, il a arrêté le processus, il a suspendu la mise en place des exécutifs. Maintenant, c'est de manière sélective et parcimonieuse, en fonction de ses intérêts, sur la base des critères que je viens de vous rappeler, que les maires et leurs adjoints sont installés. Alors, l'Assemblée nationale. L'opposition a pris toutes les dispositions pour que les élections législatives aient lieu à la date prévue. Je vous laisse, parce que c'est important. D'abord, il faut situer la responsabilité avant de savoir qu'est-ce qu'on fait. Au dialogue politique d'octobre 2016, nous avons exigé et obtenu l'engagement du gouvernement à mettre en place la CENI à la session de loi de 2017. Nous avons obtenu l'engagement du gouvernement d'organiser les élections locales en février 2017. Nous avons obtenu l'engagement ferme du gouvernement de procéder à l'audit et à l'assainissement du fichier au cours de l'année 2017. Relisez l'accord politique du 12 octobre 2016, c'est des engagements pris pour que nous ayons la nouvelle CENI, nous ayons le fichier et qu'on ait fini avec les élections locales pour pouvoir organiser les élections législatives en 2018. Qu'est-ce que M. Alpha Condé a fait? C'est de geler la mise en œuvre de toutes ces décisions. Il s'était engagé en même temps à mettre en place la haute cour de justice parce que nous l'avons revendiqué. Et au cours du dialogue, nous avons réussi à obtenir l'engagement ferme du gouvernement de tout mettre en œuvre pour installer la haute cour de justice, d'organiser les élections législatives, d'organiser les élections locales, d'assainir le fichier électoral et de mettre en place une nouvelle CENI au courant de l'année 2017. Il a refusé systématiquement de tout faire. Et c'est en 2018 qu'on a obtenu la loi sur la nouvelle CENI. C'est en 2018, grâce aux manifestations de rue, qu'on a obtenu l'audit du fichier. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas obtenu ni l'indemnisation des victimes, ni la mise en place de la haute cour de justice. Parce que le problème, je vais revenir là-dessus. Beaucoup de gens disent aujourd'hui que l'opposition préfère les accords politiques à l'application de la loi. Mais les conflits qui existent entre le gouvernement et l'opposition, c'est quoi? C'est que le gouvernement ne respecte pas la loi. C'est dans la Constitution qu'il est prévu l'installation de la haute cour de justice 4 mois après l'installation de l'Assemblée. Pourquoi Alpha ne l'a pas installé? C'est pour garantir l'impunité à ses ministres, à lui-même, au Premier ministre, parce que les ministres, le président de la République et le Premier ministre ne peuvent être entendus en Guinée que par cette juridiction, parce qu'ils jouissent de ce qu'ils appellent, les juristes appellent le privilège de juridiction. Mais comme ils ne veulent pas être trimballés devant
une juridiction, M. Alpha Condé a refusé d'installer la Haute Cour de justice. C'est une source de conflit. Quelle est l'autre source de conflit avec le pouvoir? C'est le refus d'organiser à bonne date les élections, que ce soit les législatives, que ce soit les locales. Vous le savez. En 2011, on devait installer l'Assemblée. On devait procéder au renouvellement des mandats des élus locaux. M. Alpha Condé a systématiquement refusé. On a marché 3 mois. Des marches qui ont été réprimées dans le sang, avec 57 morts pour obtenir les élections législatives. Et en 2016, on a pris toutes les précautions pour engager le gouvernement à faire tout ce qu'il faut faire pour que nous puissions, en 2018, organiser les élections législatives. Il a refusé. Alors, donc, la source de conflit entre le pouvoir et l'opposition, c'est le refus du pouvoir de respecter la Constitution et la loi. J'ai toujours dit que l'organisation des élections ne doit pas dépendre de l'humeur du président de la République. C'est du domaine de la loi. C'est la loi qui fixe les mandats. Et il sait à l'avance que dans 5 ans, le terme de ce mandat-là fini. On doit se préparer, mais il refuse. Alpha a peur des élections parce qu'il sait qu'il ne peut pas les gagner. Grâce à votre engagement, grâce à votre détermination, grâce à votre confiance en l'UFDG. Donc, pour les élections législatives, pourquoi ils ont refusé d'organiser les élections locales en 2017 ? Ils ne peuvent pas le justifier. Il a fallu que l'opposition organise des marches réprimées dans le sang pour qu'ils fixent finalement une date de février 2018. Depuis le 4 février, on fera 1 an en train d'organiser les élections locales. Vous avez vu ça dans un pays? Nulle part. Alors, donc, je disais que l'Assemblée, c'est Alpha qui a refusé d'organiser les élections. Qu'est-ce qu'on fait? Le débat est ouvert. Au niveau de l'UFDG, j'ai entendu l'appel de Marie-Madeleine. Il y a beaucoup de militants de l'UFDG qui l'ont d'ailleurs applaudi, dont la position, c'est de ne pas siéger. Nous avons dit au niveau du parti, il faut faire la consultation. Dans notre lutte, savoir, par rapport à l'objectif de 2020, qu'est-ce qui est plus utile? Parce que c'est cet objectif-là qui est le plus important. Et par rapport à ça, prendre une décision. La chaise vide, certains ne veulent pas siéger dans ces conditions. Beaucoup d'entre vous ne le souhaitent pas. Il faut qu'on réfléchisse et qu'on fasse une consultation sereine, ne pas prendre une décision dans l'émotion pour que la décision serve nos combats que nous sommes en train de mener par rapport à 2020. Alors, l'affaire de 3e mandat, je viens brièvement. Ce n'est plus un secret pour personne qu'Alpha veut une présidence à vie. Quel est son agenda par rapport à ça? Personne ne sait. Ce qui est constant, ce que tout le monde sait, c'est qu'il va utiliser tous les moyens pour s'octroyer un 3e ou peut-être un 4e mandat. Alors il y a des options. Théoriquement, il y a des options. Soit il modifie la Constitution, ce qui est difficile, parce que la Constitution a verrouillé complètement les dispositions relatives au nombre et à la durée de mandat. Parce qu'il y a une disposition qui dit que les dispositions relatives à la durée et au nombre de mandats ne sont pas modifiables. Donc, s'aventurer dans une modification de cette Constitution-là deviendrait ridicule. C'est déjà une violation de cette Constitution. Il y a l'autre option. Il veut soumettre une nouvelle Constitution qui va maintenir peut-être la limitation des mandats à 2. Faire adopter cette Constitution et dire, bon, je ne suis plus concerné par les dispositions de l'ancienne Constitution, donc il y a une 4e République commence et tous les compteurs sont remis à 0. Ça, c'est une option auquel certains pensent. Mais ce que je puis vous dire, c'est que je sens, d'abord au sein de l'UFDG, mais au-delà, c'est la volonté de Guinéens de refuser à Alpha Condé un 3e mandat, quelle que soit la forme. Et comme Marie-Madeleine l'a dit, au niveau de la société civile, il y a une concertation en cours. Je ne vais pas aller au-delà, parce qu'il y a beaucoup de stratégies.
qu'il ne faut pas mettre sur la place publique. Il y a une concertation en cours. Même les partis politiques de l'opposition, si divisés sur cette question, nous avons l'unanimité pour refuser le troisième mandat. Des leaders des partis politiques de l'opposition qui ne s'entendent pas, je vous dis, sur cette question, la concertation est en cours et je suis convaincu que tous les partis politiques de l'opposition, toutes les organisations de la société civile, les syndicats, on va recréer une coalition pour s'opposer au troisième mandat, quelle que soit la forme de présentation. Je ne peux pas aller au-delà de ça et je vais, comme je l'ai dit, je souhaite que ça soit un échange. Je vais répondre à vos questions en espérant répondre à vos attentes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, pour cette intervention. Vu le nombre de personnes que nous avons dans la salle, on savait qu'on ne pouvait pas passer le micro à tout le monde. On avait passé des fiches aux militants pour leur demander de poser des questions et que certains membres de la fédération transmettraient les questions au président pour qu'on aille plus vite. Donc ce travail a été fait, les questions ont été synthétisées. Donc je vais appeler ceux qui sont chargés de poser les questions et ils viendront les exposer devant le président qui pourra répondre pour qu'on aille un peu plus vite. Après, à la fin, s'il faut passer le micro à certains, on le fera aussi. Bonjour à tous. Alors, donc la première question a été posée par Ibrahima Gueye de Villiers-le-Bel. Une fois que vous serez élu président, quelle politique de réconciliation nationale mettrez-vous en place? Question très importante. Quelle politique de réconciliation nationale mettrez-vous en place? Oui, on va. La réconciliation nationale est une priorité à l'UFDG. Réconciliation nationale et promotion de la fraternité. À cet égard, je pense que la première mesure qu'il conviendra de prendre, c'est d'abord d'essayer d'appliquer les recommandations formulées par le comité qui a été mis en place par M. Alpha Condé et qui comprenait les deux religieux. Ce comité a été appuyé par le CNUD. Ils ont fait un excellent travail, ils dorment dans les tiroirs. Il faut bien entendu tourner la page du passé, mais essayer de lire cette page de manière sereine, dans le sens du pardon. Mais il faut nécessairement reconnaître que certains actes qui ont été commis en Guinée étaient des violations flagrantes des droits humains. On ne peut pas se taire. On ne peut pas peut-être mettre des gens en prison. Mais il faudrait qu'il y ait la justice, la vérité et la réconciliation avec l'objectif que ça ne se répète plus. Parce qu'il faut appeler le mal par le mal. Tuer quelqu'un par la diète, c'est le mal. Il ne faut pas qu'on le fasse. Si on l'a fait, c'était une faute. Il faut par la suite instaurer l'état de droit. Veiller au respect du citoyen guinéen, quel qu'il soit. Arrêter toute discrimination fondée sur l'ethnie, sur l'appartenance politique, pour que le citoyen puisse jouir pleinement de tous ces droits prévus par la Constitution et les lois de la République. Ne pas tolérer l'injustice. Assurer la sécurité des citoyens. La réconciliation ne peut pas se faire sans un État fort, neutre et impartial et qui veille scrupuleusement sur la sécurité et le respect de la dignité de chaque Guinéen.
sans tenir compte de son appartenance politique, de son origine ethnique ou de son appartenance socio-professionnelle. On va rassembler les Guinéens sur cette base. Si ce n'est pas ça, ça va être compliqué. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont quitté la Guinée. Ils sont ici. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas d'emploi. Mais il y a parfois de l'injustice. Ils sont dans un pays de droit. Tu connais tes droits. Tu respectes les lois. Tu es en sécurité. On dit en Pulaar, lorsque tu n'as pas commis des infractions par rapport à la loi, tu n'as pas peur. Parce qu'il n'y a pas d'injustice. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas absolument d'injustice. Mais si on met en place l'état de droit, on protège tous les citoyens sans discrimination. On fait en sorte que leur sécurité soit assurée. On fait en sorte que le respect de leur dignité soit assuré. On fait en sorte qu'il y ait moins de misère, moins de pauvreté. Et que le mérite soit un critère de choix. Et que l'égalité des chances soit assurée entre les fils du pays. Sans tenir compte de tout ce que j'ai dit là. L'égalité des chances, c'est un facteur d'unité. Parce que lorsque vous perdez, c'est parce que vous n'avez pas la chance, ou vous n'avez pas le talent, ou vous n'avez pas les mérites. C'est pas parce que vous êtes du RPG, de l'UFDG, de la Haute-Guinée ou de la forêt. Vous savez, l'octroi des marchés publics, le recrutement à la fonction publique, le recrutement dans l'armée, dans les forces de défense de sécurité, il faut donner l'égalité de chance à tous les jeunes qui répondent aux critères, sans discrimination. Si vous mettez des critères sur des performances physiques, sur un niveau de formation, et vous faites des tests, celui qui ne gagne pas ne vous en voudra pas. Mais si vous appelez seulement les militants de votre parti, lorsqu'on sera président, j'appelle seulement les militants de mon parti, je les recrute dans l'armée, dans les forces de défense de sécurité, à la fonction publique, vous n'êtes pas en train de construire la paix. La paix se construit par la justice. La paix ne se construit pas par l'exhortation. On ne construit pas la paix en rappelant les vertus et les avantages de la paix. Elle se construit par le respect des droits des autres. Elle se construit par la justice. Il faut faire en sorte qu'il y ait la justice, que le respect des droits des autres soit assuré et garanti. Et je pense que si vous avez un État fort, un État neutre et impartial, c'est pas facile, mais c'est ça qui fera la vraie réconciliation. Si vous avez un État partisan, qui fait des sélections sur la base de l'appartenance politique, vous violez les droits des autres. Et vous n'allez pas dire qu'ils sont en paix. Donc de M. Saïfoulaye Baldé de Paris. Pourquoi le maire de Dixine a interdit la dernière manifestation pacifique de la société civile en violation de le texte? Donc on va vous faire une série de 3 questions, comme ça vous répondez en une fois. Donc pourquoi le maire a interdit la manifestation pacifique? Deuxième question de M. Saïdina Oumar Diallo. Quel poids la communauté internationale peut-elle avoir afin que les échéances électorales soient respectées en Guinée? Le poids de la communauté internationale pour que les échéances électorales soient respectées en Guinée. Bon, l'interdiction de la manifestation par le maire de Dixine, Dixine est une commune dirigée par l'opposition. Moi-même, lorsque j'ai appris, j'étais déjà à l'étranger, j'ai posé la question. Le maire était embarrassé. Il y a une décision du ministre de l'administration du territoire interdisant les manifestations jusqu'à nouvel ordre. Avant qu'on ne soit installé à la mairie, on n'a pas beaucoup diffusé cette interdiction, mais elle existe. Je vais envoyer à certains
cette décision. Parce que finalement, je l'ai reçue. Alors la question, c'est de savoir, c'est une décision au regard de la Constitution qui est illégale, qui viole la Constitution. Puisque l'article 10 de la Constitution a déjà autorisé, nous sommes dans un régime déclaratif. Alors est-ce que le maire doit se soumettre à sa tutelle ou pas? Il y a eu le débat. La décision de la tutelle est illégale. Est-ce que c'est lui qui doit apprécier, dire qu'elle est illégale et que je ne respecte pas? Le débat a eu lieu. Ils ont opté pour la soumission à la décision illégale à la tutelle. Ce n'est peut-être pas la bonne décision, mais il y a le texte. Moi, j'ai exigé d'avoir le texte par lequel le ministère de l'administration du territoire interdit toute manifestation sur l'ensemble du territoire national jusqu'à nouvel ordre. Alors, il faut le gérer non pas au niveau du commune, il faut le gérer au niveau national. Parce qu'une commune accepte, une commune refuse d'accepter, le ministre de l'administration peut être, il n'est pas fondé, il peut être dit bon, alors on va dissoudre la commune et mettre une délégation spéciale. Donc, à l'issue d'une réflexion qui a été menée au niveau de Dixine, on a dit que c'est une question qui ne concerne pas qu'une commune. Il faut que les partis politiques, la société civile combattent cette décision pour qu'elle soit levée parce qu'elle est illégale. Si au niveau d'une commune, on refuse d'obtempérer avec un État peu soucieux du respect de la loi, c'est qu'ils peuvent dire, voilà, on a les éléments pour dissoudre une commune, d'ailleurs qu'ils ont mal à digérer d'avoir perdu Dixine et tout ça. Donc voilà en fait ce qui s'est passé. Est-ce que les partenaires techniques et financiers ou la communauté internationale peut exercer des pressions sur le gouvernement de manière à ce qu'il respecte le calendrier électoral? Je peux dire non. Absolument non. Tous les accords politiques. On a eu un accord politique en 2013, paraphé par la communauté internationale. Monsieur Saïd Zinit, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest. Lascaris, ambassadeur des États-Unis à Conakry. Bertrand Kochri, ambassadeur de France. La coordinatrice du système des Nations Unies. Le délégué de l'Union européenne ont signé l'accord du 3 juillet 2013 prévoyant l'organisation des élections locales avant mars 2014. Ça n'a pas été appliqué. L'accord politique du 20 août 2015 prévoyant d'organiser les élections avant le 30 juin était signé par les mêmes personnalités. L'accord du 12 octobre 2016 était signé par les mêmes personnalités. Les délais n'ont pas été respectés. Donc je ne peux pas vous dire que les partenaires techniques et financiers peuvent exercer des pressions efficaces sur le gouvernement d'Alpha Condé pour qu'il respecte la loi, la constitution de la Guinée. Merci Président. Pour aller plus vite, on va passer la parole à M. Kassé aussi qui a une liste de questions, donc il va les poser tous pour que vous répondiez en une fois, je pense. Je dis je vais passer la parole à Kassé qui a une autre liste de questions du public et il va en poser plusieurs, comme ça vous répondez par l'eau pour qu'on gagne un peu en temps, je pense. Bonjour Monsieur le Président. Je sais que dans votre allocution tout à l'heure, vous avez répondu à plein de questions. Donc nous avons recueilli certaines questions qui émanent des différents militants, sympathisants, partisans et partisanes qui sont présents. La première question est, qu'en pensez-vous si toutefois il y a un retour de M. Bahouri à l'UFDG? Qu'en pensez-vous si toutefois il y avait un retour de M. Bahouri à l'UFDG? Donc pour ne pas être rédhibitoire, je ne sais pas si vous avez déjà répondu à cette seconde question. Elle est la suivante. Les députés de l'UFDG vont-ils siéger ou pas?
Et la troisième question pour finir, Monsieur le Président, c'est comment gagner les élections en 2020 ? Comment gagner les élections présidentielles en 2020 ? Je vous remercie. Bien, par rapport à la première question, c'est non. Depuis 2011, on a tout fait pour que nous nous entendions avec ce monsieur, c'est impossible. Lorsqu'il a rencontré Alpha Condé, vous savez ce qu'il a fait, et le bail, le deal qu'il y avait pour qu'il bénéficie de sa grâce, le mandat qui était le sien, il a tout essayé. Heureusement, grâce à votre engagement et à votre confiance, ça n'a pas marché. On ne peut pas revenir encore sur cet exercice qui a été très douloureux. Les députés de l'UFDG vont siéger ou pas? C'est nous tous qui allons décider. J'ai dit, la prochaine session de l'Assemblée, c'est au mois d'avril. Nous avons engagé une série de consultations et de réflexions pour savoir par rapport à 2020 qu'est-ce qui est plus utile. Parce que c'est un objectif majeur, une échéance importante pour 2020. Toutes les décisions que nous devons prendre, nous devrions évaluer leur impact par rapport à cet objectif. Ne pas se précipiter, réfléchir calmement et voir qu'est-ce qui est dans l'intérêt de l'UFDG, notamment par rapport à cette échéance majeure pour les militants de l'UFDG que vous êtes. Donc à ce stade, je ne peux pas vous dire quelle sera la décision. La réflexion est engagée, les consultations continuent. Nous sommes en train d'évaluer le pour et le contre, mais toujours par rapport à 2020, puisque je reviens à la dernière question. Comment gagner les élections de 2020? Je ne peux pas vous décliner ici toute la stratégie. Lorsque vous demandez comment gagner les élections locales, nous avions une stratégie de sensibilisation, de sécurisation et de défense des suffrages qui nous seraient accordés. On a fait ça pas dans toutes les circonscriptions, mais on a vu que ça paye. Nous allons continuer cette politique-là. Je ne peux pas vous dire ici tout, mais il faut surveiller. Ça demande parfois beaucoup de moyens. Nous avons été candidats dans 327 communes sur 342. Nous avons déployé beaucoup d'assistantes techniques pour former les gens. D'abord pour le vote et ensuite pour la sécurisation. Ce n'est pas facile dans des zones éloignées, dans certaines régions, dans les fiefs du RPG, ce n'est pas facile. Mais nous avons tiré les leçons de tout ça. Nous sommes en train d'élaborer une stratégie, en tout cas par rapport au vote, pour le gagner. Ne vous inquiétez pas, 2020 ce sera pour nous. Continuons à travailler. Ok, pour continuer, je vais passer la parole à la fédérale, Madame Hadiatou Diallo, pour nous présenter un jeune qui veut vous poser une question au président. Bonjour à tous, Monsieur le Président. On dit que gagner la victoire en politique, c'est faire des alliances politiques solides. Et nous avons là un jeune de 14 ans qui est ambitieux, qui veut être président de la République. Et je viens de signer mon premier contrat d'alliance politique parce que je lui ai dit que je passe d'abord avant lui. Voilà. Donc Amadou Baldé, 14 ans, va vous poser une question pertinente. C'est un jeune qui est soucieux de la politique guinéenne. Et voilà, la relève est bientôt assurée. Merci beaucoup Amadou Baldé. Bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Baldé Amadou, j'ai 14 ans et je suis atteinte d'une maladie qui s'appelle la drépanocytose. Du coup, en fait, c'est une maladie du sang, plus exactement des globules rouges. Et du coup, j'ai connu ma première crise de drépanocytose quand j'avais 9 mois. Et
dès à présent, en fait, je suis obligée de partir souvent à l'hôpital à cause des crises ou encore à cause des rendez-vous dus à ma maladie. Pendant les 10 premières années de ma vie, du coup, j'ai vécu en Guinée. Ensuite, je suis venue en 2014 en France pour pouvoir me soigner. Et du coup, pendant ces 10 années, j'ai pu relever d'énormes points négatifs par rapport à la santé, comme par exemple le déficit de personnel compétent, l'absence d'équipements nécessaires aux soins, l'inexistence de politiques de santé publique et sanitaire. Du coup, je voulais donc savoir si vous pouviez nous énumérer globalement quel plan, une fois au pouvoir, vous allez mettre en place pour remédier à ces grands problèmes. Alors, j'étais hier à Amiens, j'ai une question. On a dit est-ce qu'on peut créer des hôpitaux d'excellence pour éviter que les Guinéens ne viennent se soigner au Maroc, en Tunisie, en Europe. Lorsqu'on est au pouvoir, j'en ai l'expérience puisque j'ai été ministre et Premier ministre, les arbitrages ne sont pas toujours simples. Il faut privilégier l'accès de la population aux soins de santé primaire. Vous ne pouvez pas imaginer combien de gens meurent de paludisme lors des accouchements parce qu'ils n'ont pas pu accéder à un antibiotique, parce qu'il n'y a aucun dispositif sur place. Vous savez, en Guinée, on a construit souvent des infrastructures de centres de santé. Malheureusement, avec la pauvreté, notamment la pauvreté rurale, les gens ne peuvent pas acheter les médicaments. Comment faire en sorte que les Guinéens les plus pauvres, il y en a 56%, il y a 56% de la population qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, ils puissent avoir accès aux soins de santé primaire. Alors, je dis, il y a une politique de santé, mais il faut tenir compte des besoins de la majorité de la population. C'est vrai, l'élite, je disais, a besoin d'hôpitaux d'excellence, avec des professeurs de renom pour faire certains types d'interventions. Mais il faut voir aussi que la grande majorité des Guinéens n'ont pas accès aux soins de santé primaire. Comment résoudre ça? Mettre la priorité sur la majorité et faire en sorte qu'il y ait d'abord beaucoup de rigueur dans la gestion de notre administration, dans tous les niveaux. Parce qu'on m'a demandé quelle allait être ma priorité, j'ai dit c'est l'administration. Aujourd'hui, c'est la course à l'enrichissement. Il n'y a aucune rigueur, il n'y a aucune conscience, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de pitié. Pour traduire mon poula, les gens, chacun travaille pour lui dans notre administration. Vous venez, vous payez tout, même ce qui est gratuit. Alors, j'ai dit, la première mesure, c'est redresser cette administration. Ce n'est pas facile, vous allez me dire. Mais par l'exemple, on peut réussir à changer. Si le président de la République, les Guinéens savent qu'il est intransigeant avec la corruption et qu'il réussit à discipliner sa famille biologique et sa famille politique au sommet, je vous assure qu'ils vont suivre. Et si il y a la sanction, parce qu'il n'y a pas de discipline sans sanction, malheureusement. Mais M. Alpha Condé ne veut pas sanctionner la corruption. C'est lui-même qui est à la base de la corruption. Il ne peut pas. Pourquoi il a refusé de créer la haute cour de justice? Pourquoi on ne réussit jamais à mettre en place une commission d'enquête parlementaire? La majorité refuse systématiquement. Avec tous les marchés de gré à gré qu'on a dénoncés, avec des surfacturations qu'on peut mettre en évidence, puisqu'on a les contrats. On a eu un contrat où on facture le kilomètre à 1 500 000 euros. Et à côté, sur financement du FED, on facture le même kilomètre dans la même zone à 500 000 euros. L'autre marché de gré, après appel d'offres, c'est à 500 000 euros. Après, dans un marché de gré à gré, 1 500 000 euros. On demande une commission d'enquête parlementaire. La majorité refuse. Vous ne pouvez pas déférer un ministre devant un tribunal. Il bénéficie d'une impunité totale. Mais chacun fait ce qu'il veut. Dans les mines,
On construit certains barrages qu'à l'État au double de son prix, dans le cadre d'un marché de gré à gré. Vous dénoncez, mais vous ne pouvez rien. Donc s'il n'y a pas respect des procédures, respect de la loi, respect du code de marché, s'il n'y a pas de sanctions au bout, vous ne pouvez pas discipliner les gens. Le gendarme contribue à instaurer la discipline. S'il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas toujours de discipline. On ne peut pas laisser chaque citoyen avec sa conscience. Ça ne marche pas. Dans une société organisée, il y a l'État qui veille sur l'intérêt commun. Il y a le président de la République qui a juré de respecter, de faire respecter la Constitution et les lois de la République. S'il ne le fait pas, la Banque mondiale a mené un audit qui a constaté que 91% de la commande publique a donné lieu à un marché par entente directe, gré à gré. 91% des marchés passés en 2014 et en 2015, c'était par entente directe, sans appel d'offres. Or, le code du marché est formel. On donne à des amis, toi tu prends ça, toi tu prends ça. Et voilà, c'est une régie pour financer les campagnes de RPG. Personne ne paie rien, il n'y a pas de recours. On dénonce, on va dans les radios, on menace l'opposition. Parce que c'est des mafias puissantes. Mais il n'y a pas, la haute cour de justice est prévue dans la Constitution. Donc il faut faire en sorte qu'on ait une administration au service du citoyen qui va veiller à ce que les lois et les règlements soient respectés. Parce qu'on n'a pas de loi différente. C'est le même partout. Mais lorsque c'est la course effrénée à l'enrichissement, évidemment, et que dans l'impunité totale, ce n'est pas seulement les crimes contre les citoyens qui sont impunis, mais le vol, le détournement des deniers publics, la corruption sont impunis en Guinée. Monsieur le Président, on va continuer dans cette lancée. Il y a une question intéressante. Alors, Monsieur le Président, sachant que le nombre des voix seules ne suffit pas pour gagner les élections en Afrique francophone, ne pensez-vous pas que c'est nécessaire d'avoir des bons rapports avec le gouvernement français? De très bons rapports avec le gouvernement français? Oui, je pense qu'il ne faut pas se faire cette illusion. Il ne faut pas qu'on compte sur l'extérieur. Si on veut lutter contre la dictature, il faut qu'on se donne les moyens de lutter. Lorsqu'il y a un peuple debout, comme si je le fais au Burkina actuellement, au Venezuela, la communauté internationale sera de votre côté. Si vous vous asseyez, vous dites nous adhérons à la communauté internationale, elle ne viendra pas. Donc, quelle stratégie faut-il mettre en place pour sécuriser nos votes? Pour sécuriser nos votes? Bon, écoutez, nous essayons de faire ce que nous avons pu faire pendant les élections locales. On a formé des gens. Nos délégués du bureau de vote bénéficient d'une formation technique et d'une formation vraiment solide avant d'aller au bureau de vote. On essaie d'inventarier tous les risques de fraude au niveau du bureau de vote et on leur demande de faire en sorte, puisque c'est un droit du code prévu par le code électoral, d'avoir à l'issue du dépouillement une copie du PV, d'assister au dépouillement et d'avoir une copie du PV. Voilà, il y a d'autres méthodes qu'on essaie d'affiner, mais on ne peut pas tout décliner ici. Mais soyez convaincus, comme je vous l'ai dit, l'UFDG est en train de s'organiser 2020. Eh bien, ce sera notre grande victoire. Alors, question suivante. Est-ce que les commissaires de l'opposition en prêtant serment devant Lamine Bangoura, président de la Cour constitutionnelle, ne l'ont-ils pas légitimé? C'est une question pertinente. Naturellement, on a été critiqué. Vous savez que M. Alpha Condé a fait partir de manière cavalière les Fassal, dès que celui-ci a réaffirmé son opposition à la modification de la Constitution pour octroyer un troisième mandat à M. Alpha Condé l'a fait partir. Et cette Cour constitutionnelle qui est actuellement en place, elle a été
mise en place dans des conditions irrégulières. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors là, lorsque vous êtes avec une dictature, vous avez toujours des décisions difficiles à prendre. Lorsque vous décidez de ne pas participer aux élections, de boycotter, c'est facile. Mais jusqu'à présent, lorsque vous voulez participer aux élections et vous battre, vous devez faire en sorte d'être présent à la CENI. Ou alors, s'il y a eu la fraude massive qui a entaché les élections locales et on ne voit pas de bonnes perspectives pour la transparence des élections législatives, est-ce qu'il fallait démissionner, renoncer à participer aux élections avec Alpha Condé? Parce que ce n'est pas facile d'aller en compétition avec le RPG qui est un parti État qui n'a pas de scrupules, qui a inféodé la justice, qui a inféodé la CENI. Qu'est-ce qu'on fait? C'est des décisions difficiles à prendre. On a dit, bon, il faut qu'on soit présent à la CENI, puisque pour l'instant, la décision de boycotter les législatives ne sont pas prises. Évidemment, c'est difficile aussi d'aller prêter serment devant une institution dont on n'a pas reconnu la légitimité et la légalité. Mais voilà dans les dictatures, les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Quelle est la bonne décision? Et souvent, là c'était urgent, il fallait décider tout de suite, parce que ce que souhaite Alpha, c'est que l'IFDG soit absente. C'est ça, on pense le contraire, mais si on boycotte, il pense que c'est facile. En ce moment, c'est facile pour lui. Vous avez vu quand même les problèmes qu'on a posés. Le parti présidentiel n'aurait eu que 12 communes urbaines sur 38. Et l'IFDG se serait octroyé une vingtaine. Vous voyez, donc, ce n'était pas la meilleure des décisions, mais c'est celle-là qui avait été prise pour le moment parce qu'il fallait décider tout de suite d'être à la CENI ou de ne pas être à la CENI. Les dictatures, c'est compliqué. Il faut les combattre. Bonsoir, Monsieur le Président. J'ai une question. Vous savez que ce meeting est suivi de partout dans le monde. L'IFDG aussi, c'est la modernité. Donc, nous sommes suivis sur les réseaux sociaux. C'est un internaute qui insiste pour avoir une réponse sur cette question. Il vous demande quelle est la politique de l'IFDG pour l'intégration des jeunes. Merci. Alors, le premier besoin des jeunes, c'est d'abord la formation. La priorité dans le programme de société de l'IFDG, c'est l'éducation. Il faut que la Guinée dispose d'un système éducatif performant. Depuis l'indépendance, on a eu beaucoup de réformes. Certaines réformes n'ont pas apporté de valeur ajoutée, au contraire. Il faut que la Guinée fasse des réformes profondes au niveau du système éducatif pour qu'on dispense aux jeunes Guinéens qui ont la réputation d'être intelligents un enseignement de qualité. Un enseignement de qualité. Ça va être une réforme coûteuse, difficile, mais il faudra la faire. Parce qu'il faut d'abord améliorer le niveau des maîtres. Il faut certes moderniser les infrastructures, acquérir du matériel pédagogique, mais encore là aussi, mettre la rigueur. Mettre la rigueur pour qu'il y ait le contrôle et la sanction. On ne peut pas faire évoluer un pays s'il n'y a pas de contrôle et de sanction. Il faut définir les règles, il faut définir les programmes, il faut définir le code de conduite des enseignants et veiller à ce que ces enseignants observent ce code de conduite. Il faut les évaluer régulièrement, améliorer leur propre formation pédagogique et technique, parce que c'est trop important l'avenir de la jeunesse. Il faut qu'en quittant la Guinée, pour venir ici, continuer de faire des études supérieures, que vous venez avec le minimum. Souvent, beaucoup d'entre vous sont obligés de faire des efforts parce qu'ils n'ont pas le même niveau que leurs collègues ghanéens, sénégalais, guinéens. Aujourd'hui, le monde est un village.
il faut assurer, mesurer les performances du système éducatif sans complexe. Il y a des méthodes modernes et essayer de combler les lacunes pour que les jeunes Guinéens puissent bénéficier d'un enseignement de qualité et qu'au sortir de l'école, qu'ils puissent être compétitifs sur le marché du travail. Parce qu'on ne pourra pas obliger une entreprise à recruter quelqu'un parce qu'il est guinéen. Si un Ghanéen est plus performant, l'entreprise préférera recruter quelqu'un qui est capable de lui délivrer le service dont il a besoin pour la compétitivité de son entreprise, pour ses performances, que de donner un emploi à un parent qui ne pourra pas lui apporter grand-chose. L'avenir de la Guinée, c'est l'éducation. Il faudrait d'abord donc l'éducation. Ensuite, il faut améliorer le climat des affaires. Mettre en place des mécanismes pour recevoir et accompagner les jeunes Guinéens. Il y en a qui sont doués, qui ont des idées de projets. Il faut qu'on crée partout de manière décentralisée des mécanismes d'assistance et d'accompagnement des jeunes qui veulent créer leur propre entreprise. Il faut réaliser une étude, faire un business plan, un compte d'exploitation prévisionnel, voir si l'idée est bonne, la transformer en projet, accompagner le jeune vers la banque ou le financement décentralisé qui existe. Il faut que ça existe. Ensuite, il faut faire en sorte qu'il y ait des investissements générateurs d'emplois. J'ai toujours dénoncé la politique minière d'Alpha Condé, vous le savez. Le fait qu'il n'a pas eu à cœur de construire des usines d'alumine en Guinée, alors que la Guinée en a l'expérience. J'ai toujours donné l'idée de FRIA. FRIA ne transforme que 2 millions de tonnes de bauxite. 2 millions de tonnes. Mais ça fait 1200 emplois directs et 2000 emplois indirects. Vous savez ce que FRIA a représenté dans le pays. Aujourd'hui, nous sommes à 50 millions de tonnes de bauxite exportées. Aucune tonne n'est transformée sur place. 50 millions de tonnes de bauxite, il a un objectif d'atteindre 80 millions de tonnes. Ce n'est pas le mérite d'Alpha, c'est le marché international, c'est la conjonction d'un certain nombre de facteurs. Parce que le marché mondial a besoin maintenant de la bauxite de Guinée. Avant, ce marché n'avait besoin de 15 millions de tonnes. Maintenant, on a besoin de 80 millions de tonnes de la bauxite de Guinée. Mais on aurait dû partager, transformer au moins la moitié sur place. Si 2 millions de tonnes produit 3200 emplois, 3 200 000 emplois, imaginez 50 millions, 60 millions, qu'est-ce que ça allait faire? Donc pour créer des emplois, il faut aussi une politique volontariste de favoriser les activités qui génèrent l'emploi. Et il faut les encourager et il faut, en ce qui concerne la bauxite, négocier avec les sociétés, les compagnies minières pour que les projets de construction d'usines d'aluminium, par exemple, soient là. Et il faut que, donc, le gouvernement favorise cette industrialisation dont on a besoin, mais aussi favorise l'investissement direct étranger, mais avec la corruption, avec une justice partielle manipulée par le pouvoir. Les vrais entrepreneurs ne viennent pas au pays. C'est des gens qui cherchent à faire des coups tout de suite, à gagner de l'argent, qui arrivent ça. Vous pouvez demander à Marie-Madeleine, elle a essayé d'investir en Guinée et aujourd'hui, elle va vous raconter cette histoire, vous trouverez que c'est triste. Il y avait beaucoup de projets générateurs d'emplois, générateurs de valeur ajoutée pour le pays, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des services, dans le domaine industriel. Malheureusement, beaucoup de porteurs de projets sont rentrés dans leur pays d'origine, n'ayant pas pu implémenter leurs projets parce que la corruption et l'administration ne sont là pour barrer la route à tout investisseur sérieux. Donc, faire en sorte d'aider les jeunes à avoir les formations pour qu'il y ait encore adéquation entre la demande et l'offre d'emploi et favoriser l'investissement direct et l'industrialisation du pays parce que c'est possible, nous avons des atouts à cet égard.
Ok, on va permettre au président de se reposer un peu. On va mettre un peu de musique parce que ça fait 1h30 que vous êtes debout. On va mettre un peu de musique et puis vous donner le temps de vous désaltérer au moins. Le deuxième problème qui me tient à cœur, c'est la santé de nos concitoyens. C'est mon domaine. J'ai des solutions, j'ai des stratégies, j'ai des solutions, j'ai des propositions de solutions. J'ai été récemment invité à un conseil national consultatif sur la santé néonatale par le ministre de la Santé. La problématique principale est la mortalité des nouveau-nés. Dans notre pays aujourd'hui, 80 nouveau-nés décèdent sur 1000 naissances. C'est énorme. Donc votre politique de santé doit être un peu plus affinée. Donc je ferai donc cette proposition. C'est un projet de société en matière de santé que je ferai parvenir à la section FDG Orléans. Donc on fera remonter ce projet de société à la Fédération FDG de France. Mais je voudrais que ces deux problèmes-là, qu'on trouve une solution assez rapidement à ces deux problématiques de santé et aussi à ces problèmes de chômage des jeunes. Très bien, merci docteur. D'abord, je vous félicite. Vous savez, l'UFDG, lorsque je vois des cadres d'un certain niveau adhérer au parti et décider à apporter leur contribution à la formulation de nos politiques sectorielles, je m'en réjouis. Parce que pendant longtemps, ce n'était pas difficile, ce n'était pas facile entre l'UFDG, celle en particulier, et l'élite. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous réconcilier. Dans la défense des valeurs, nous nous rendons compte que nous les partageons et nous partageons nos préoccupations par rapport à notre pays. Nous avons d'énormes défis en Guinée. Vous savez, dans quelques années, certains villages auront disparu du fait de l'exode rural, parce qu'il n'y a aucune politique qui permette de fixer les gens au village. Et je disais que dans le cadre d'une nouvelle politique de développement, il faut essayer de voir dans chaque village, en tenant compte de ses contraintes géophysiques, qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir des activités génératrices de revenus dans le village, pour ne pas que le village disparaisse et pour que les citoyens de ce village puissent participer au développement du pays. Parce qu'il n'y a rien, absolument rien au niveau des villages. Il y a beaucoup de villages qui n'ont pas d'atout, comme le Timbi Madina ou Ningelande, il y a des plaines où on peut faire de la pomme de terre. Mais il y a beaucoup de villages où il n'y a plus aucune opportunité pour les jeunes. Lorsque je vais dans mon propre village pour vendredi, pour avoir 13 personnes sur la première rangée de la mosquée, c'est un problème. Tous les jeunes sont partis. Mais il n'y a aucune activité de génératrice de revenus qui leur permette de vivre dans ce village-là. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une problématique, c'est une question qu'il faut poser et savoir, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour arrêter l'exode rural et l'immigration même. Bon, ceux qui sont en Guinée sont dans les villes, ils n'ont pas d'emploi, et alors lorsqu'on reste 53 ans en ville, on ne trouve pas d'opportunité. On prend la direction du désert et de la mer, où beaucoup perdent la vie dans la traversée. On sait tout ça. Et je sais que la Guinée est le deuxième pays demandeur d'asile en France. En 2018, deuxième pays, derrière juste l'Afghanistan. Qu'est-ce qu'on fait avec un pays qui a tant de potentialités, tant de possibilités? Parce qu'il n'y a pas de politique appropriée, c'est des slogans, comment on dit, suffisance, autosuffisance alimentaire, tout ça. Concrètement, quelle est l'activité dont on a fait la promotion qui puisse générer des revenus dans des villages? En plus de l'industrialisation dont j'ai parlé tout à l'heure au nom de la bauxite, comment on développe l'agriculture? Qu'est-ce qu'on fait? Rien, il n'y a que des slogans. Autosuffisance alimentaire, commande d'engrais, on repartit ça aux gens du RPG, on ne tient même pas compte des besoins réels des agriculteurs. Il n'y a pas un encadrement, il n'y a pas d'aménagement, il n'y a pas de sélection de semences, il n'y a rien. Prenez ceux qui sont du Fouta. Avant, on exportait beaucoup d'oranges. Lorsque moi j'étais jeune,
je voyais les camions faire le tour des petits hameaux pour faire la cueillette des oranges pour les envoyer au Sénégal. Actuellement, on me dit le petit matin, mon verre de jus d'orange est importé du Maroc, à Conakry. On ne fait rien pour développer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous, même qui êtes en Europe ici, vous ayez un verger de 200 orangers chez vous, si vous ne pouvez pas produire de l'orange de bonne qualité, avec des rendements en jus, avec des rendements en fruits élevés, comparables à ce qui se fait au Maroc, en Espagne, en Californie. On ne fait rien pour innover, pour aider. Sinon, j'aurais eu du plaisir à avoir à Daleng un verger de 200 orangers. Mais si je les plante, ils vont pourrir. Même les maladies traditionnelles qui arrivent là, il n'y a rien pour traiter les orangers. Rien. Alors que le développement des agrumes se limite dans la tapade. Ça ne peut pas faire du développement. Il faut qu'on fasse de la recherche, qu'on améliore les semences, qu'on améliore les rendements et qu'il y ait maintenant, on puisse divulguer, aider les gens à s'engager dans la production des agrumes. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Aujourd'hui, on importe les fruits d'Afrique du Sud et du Maroc. La plupart des orangers consommés à Conakry sont importés du Maroc. On ne cherche pas de solution. Le développement, c'est le détail. Avec l'UFDG, lorsqu'on sera au pouvoir, soyez sûr qu'on va identifier tous les secteurs dans lesquels le pays a des avantages comparatifs et on va investir pour la promotion d'une agriculture compétitive, d'un artisanat compétitif et on va promouvoir l'industrialisation du pays pour qu'on ait des emplois. Sinon, on restera dans les slogans, on va trouver 20 millions de dollars pour faire une route, on va dire il suffit de construire la route pour que la production s'envole. C'est pas vrai. Il faut investir pour accroître la productivité, pour accroître la qualité des produits, pour accroître le rendement. Rien n'est gratuit aujourd'hui. Mais avec la science, avec le développement ici et là, si on a la volonté vraiment politique de régler les problèmes des Guinéens, on peut trouver des solutions. On met même à l'oreiller la couleur de l'orange avec vraiment de la recherche. On va améliorer la qualité du produit, la couleur, le rendement, la quantité de jus qu'il peut produire et tout. Tout est disponible. Il faut aller simplement au détail. Donc pour la santé, vous allez contribuer à l'élaboration de notre politique de santé. Nous sommes en train déjà de mettre en place des commissions de réflexion et de suivi critique de la politique du gouvernement dans tous les secteurs et c'est ces commissions qui vont contribuer à formuler nos politiques dans chacun des secteurs qu'on aura naturellement identifié. Je note qu'il y a des médecins ici. La Fédération de France sera sollicitée pour que les cadres qui arrivent puissent quand même contribuer au-delà de l'animation du parti, mais dans la réflexion pour élaborer un programme digne de l'UFDG. La fédération me demande de conclure. Je voudrais encore une fois vous remercier pour être venus si nombreux me rencontrer. Et croyez-moi, ça a été un plaisir d'échanger avec vous, d'essayer de répondre à vos questions. Je n'ai pas pu sans doute le faire à votre satisfaction, mais croyez-moi, au niveau de la direction nationale de l'UFDG, nous sommes déterminés à conduire sans concession le combat pour l'avènement d'une société plus juste dans notre pays, à combattre la dictature et à arrêter Alpha Condé dans sa velléité de s'octroyer un troisième mandat. Et comme je vous l'ai dit, à cet égard, je suis convaincu qu'on peut compter sur tous les Guinéens, de la diaspora comme de l'intérieur du pays. Et vous trouverez l'UFDG au premier rang dans cette lutte pour une démocratie apaisée, pour l'instauration de l'état de droit et la protection des droits humains, pour le respect de notre Constitution et les lois de la République. Je vous remercie pour tout ce que vous faites ici en France. Il ne s'agit pas d'avoir une fédération. Vous êtes en train d'installer des sections dynamiques. On m'a parlé d'une quinzaine de sections. Mais c'est très bien, je félicite la fédération, je félicite les sections.
Et je sollicite tout ce qui contribue au rayonnement de l'UFDG ici et tout ce qui contribue au combat que nous sommes en train de mener pour une Guinée plus juste, plus fraternelle. Je salue et j'exprime mes sentiments profonds de reconnaissance à Marie-Madeleine pour son discours, mais surtout pour être venue et m'avoir marqué son amitié en se déplaçant déjà hier et me rendre visite à l'hôtel et pour être venu ici vous rencontrer. Dans la lutte contre la dictature, qu'elle sache qu'elle peut compter sur l'UFDG, qu'elle sait compter sur le président de l'UFDG. Nous nous battrons et soyez convaincus que 2020, nous allons accéder au pouvoir. Et le pouvoir sera exercé dans l'intérêt exclusif de la Guinée, de tous les Guinéens. Je vais conclure par un mot pulaar ko himmanɗen en fof ko wonugol sabu yen hendo nguulamu wonen sabu jibinande lagine no innete o leñol ka o yalti o parti ka o woni o wona haray mo daɗi himo dandi himo teddi fannama o bonna. Je vais essayer de traduire pour Marie-Madeleine et d'autres qui n'ont pas compris. L'ambition de l'UFDG, c'est de conquérir le pouvoir pour faire en sorte que tous les Guinéens, quel que soit le parti auquel ils militent, quelle que soit la communauté dont ils sont ressortissants, quelle que soit l'activité socio-professionnelle du Guinéen, que sa sécurité soit assurée, que le respect de sa dignité soit assuré et que tant qu'il est en accord avec la loi, qu'il... Hein? Bon, tu vas traduire en Soussou ou en Malinké? Qu'il soit sécurisé, que sa dignité soit respectée et que ses droits soient protégés, tant qu'il est en accord avec la loi. Voilà, je voudrais... Donc, merci à tous, on compte sur vous. La lutte sera dure. 2019 et 2020, c'est les années de tous les dangers pour la démocratie, pour l'état de droit et pour la protection des droits humains en Guinée. Soyons mobilisés, la victoire sera de notre côté. Je vous remercie. Restez assis, on n'a pas fini encore. On va juste faire descendre le président du podium. On n'a pas fini encore. Donnez-nous encore 2 minutes.